La première chose à comprendre, sans détour, c'est que personne ne s'engage dans une relation avec un narcissique par stupidité ou faiblesse. On s'y engage parce que notre système de détection des menaces a été piraté par un espoir aveugle et une incapacité chronique à accepter la réalité telle qu'elle se présente. Ce que l'on appelle le syndrome du Titanic, c'est précisément cet état d'esprit où le navire a déjà heurté l'iceberg, la coque est percée et l'eau monte, mais où l'on continue de danser dans le grand hall parce que la musique continue. Dans le contexte d'une relation, cela se traduit par le sentiment que quelque chose ne va pas du tout, mais on choisit de croire le récit que notre cerveau crée pour nous protéger d'une douleur immédiate. C'est ainsi que naît l'automanipulation. Le narcissique n'a plus besoin de se démener autant pour vous tromper, car vous endossez vous-même ce rôle. Vous commencez à interpréter le manque de respect comme de la fatigue, l'agressivité comme une forte personnalité, et le silence punitif comme un moment d'introspection de la part de l'autre. Cet aveuglement volontaire s'explique par le fait que la plupart d'entre nous avons appris que l'amour est une construction basée sur la persévérance. Vous croyez que si vous tenez bon encore un peu, si vous vous expliquez mieux, si vous êtes plus patient, ou si vous trouvez le mot magique, la situation changera. Mais la vérité, c'est que vous ne faites que prolonger votre propre agonie. Le narcissique détecte cette volonté de sacrifice et l'utilise comme carburant. Pendant que vous vous efforcez de sauver le navire, il est déjà dans les canaux de sauvetage, observant combien de temps il vous faut pour sombrer, tandis que vous tentez de colmater les brèches de la coque à main nue. L'automanipulation est le mécanisme de défense qui devient votre plus grande prison. Vous doutez de votre propre intuition pour ne pas avoir à affronter la solitude ou l'échec d'un projet de vie voué à l'échec. Vous devenez le spectateur de votre propre destruction, voyant votre énergie se vider jour après jour, mais vous vous justifiez en disant « il y a des jours meilleurs ». Le problème, c'est que, sur l'échiquier du narcissique, les bonnes journées ne sont pas une preuve d'amour, mais un appât pour s'assurer que vous ne bougez pas avant qu'il ait fini de vous aspirer le peu de vitalité qui vous reste. Imaginez une entreprise qui ne dégage jamais de bénéfices, où vous travaillez 18 heures par jour, investissez votre propre argent et où votre partenaire vous insulte constamment. Logiquement, vous fermeriez cette entreprise en une semaine, mais dans les relations, vous appliquez une échelle émotionnelle faussée, vous vous accrochez à ce que la relation pourrait être et non à ce qu'elle est au présent. Cette projection d'un avenir idéalisé est ce qui vous empêche de vous épanouir pleinement. Vous attirez et gardez ce genre de personnes parce qu'elles perçoivent vos limites comme étant flexibles. Elles testent vos limites par une petite humiliation, une remarque sarcastique devant des amis, ou un regard langoureux porté sur quelqu'un d'autre tout en vous tenant la main. Si vous ne réagissez pas ou si vous réagissez et acceptez ensuite une excuse fallacieuse, vous venez de confirmer au prédateur que votre système de sécurité est hors service. Vous évoluez dans une zone grise, cet espace où rien n'est assez bien pour vous rendre heureux, mais rien n'est assez mal pour vous faire fuir immédiatement. C'est un vide émotionnel et c'est précisément là que le narcissique installe son campement. Souvent, cette attirance s'explique par ce que l'on appelle un complexe du sauveur. Vous observez les blessures du narcissique, qu'il expose stratégiquement dès le départ, et éprouvez un besoin presque maladif de les guérir. Vous pensez que votre amour sera l'exception qui réparera les dégâts causés par ses parents ou ex-partenaires. C'est de la pure arrogance émotionnelle. Vous croyez avoir le pouvoir de modifier la personnalité de quelqu'un qui ignore même avoir un problème. Le narcissique interprète votre empathie comme une faiblesse structurelle, une porte d'entrée pour vous infliger sa culpabilité. Au moindre problème, il inverse rapidement les rôles et vous, accro à l'idée d'être la bonne personne de l'histoire, endossez la responsabilité de son erreur. Vous commencez alors à marcher sur des œufs, à peser chaque mot, chaque geste, pour ne pas perturber la fragile paix du foyer. Mais comprenez bien, cette paix n'est pas l'harmonie. C'est simplement l'intervalle entre deux attaques. Vous êtes épuisé, Dirk, dans un état d'hyper-vigilance constant, essayant de prédire l'état émotionnel de l'autre personne pour assurer votre propre survie.
La vérité, aussi dérangeante soit-elle, c'est que votre intuition ne vous trompe jamais, vous l'ignorez simplement. Cette oppression dans votre poitrine lorsqu'il ment ouvertement, cette nausée lorsque vous remarquez des manipulations répétées, autant de signes physiques indiquant que votre corps sait que vous êtes en danger. L'autogaslighting consiste à faire taire ces voix intérieures au profit d'une logique rationnelle qui vous persuade « ce n'est pas si grave ». Vous vous comparez à des cas extrêmes pour vous sentir mieux. Au moins, il ne me frappe pas. Au moins, elle ne me vole pas. Cette comparaison est un piège. La violence psychologique est un poison à action lente. Elle ne vous tue pas d'un coup, mais détruit votre identité jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez plus dans le miroir. Vous abandonnez vos loisirs, vos amis, vos désirs, tout cela pour maintenir la stabilité d'un système conçu pour vous consumer. Vous devenez un prolongement des besoins du narcissique, un accessoire dont il se sert pour justifier son existence et se débarrasser de ses propres frustrations. Accepter de se manipuler soi-même est l'étape la plus douloureuse, mais c'est le seul chemin vers la liberté. Cela signifie admettre avoir été trompé, non seulement par l'autre, mais aussi par soi-même. C'est comme regarder le Titanic et comprendre qu'il n'y a plus rien à sauver. L'eau a déjà atteint les moteurs. Dès l'instant où vous décidez de cesser de justifier l'injustifiable, le pouvoir du narcissique sur vous commence à s'évaporer. Il se nourrit de vos doutes. Si vous êtes absolument certain de la réalité, il perd la capacité de vous manipuler. Cependant, pour atteindre cette lucidité, il faut comprendre le fonctionnement mécanique de son esprit, presque comme une machine programmée pour suivre un chemin précis, sans déviation ni remords. Maintenant que vous comprenez comment votre propre esprit vous maintient prisonnier de l'illusion, nous devons examiner l'autre côté de la médaille et comprendre pourquoi cela ne changera jamais, fonctionnant sur des rails de fer que vous ne pourrez jamais dévier. Si vous acceptez le fait que votre système de défense a été piraté par l'espoir, l'étape suivante consiste à comprendre que le narcissique n'est pas une personne agissant sous le coup de l'impulsion ou de l'émotion, mais plutôt une machine suivant des rails rigides. Imaginez un train quittant une gare avec une seule destination finale. Il ne peut pas tourner le volant, il ne peut pas décider de s'engager sur l'herbe. Il est coincé sur les rails installés depuis sa mise en service. Lorsque vous comprenez ce mécanisme, vous cessez d'essayer de parler au conducteur et vous commencez à observer la structure même de la voie ferrée. Le narcissique fonctionne dans un mode de survie si profond que sa personnalité est devenue un ensemble de schémas prédéfinis. Il ne se réveille pas un matin en décidant d'être mauvais. Il exécute simplement le programme qui lui garantit de ne jamais ressentir sa propre vulnérabilité. Par conséquent, il est inutile de crier, de pleurer ou de supplier. Un train ne change pas de direction parce que vous êtes allongé sur les rails à implorer de la compassion. Il vous écrase, tout simplement. Cette prévisibilité, nous l'appelons la mécanique des rails, et elle se manifeste par 4 principaux schémas de prédation, chacun conçu pour exploiter une faille spécifique dans votre armure émotionnelle. Le premier de ces schémas est celui du narcissique pervers, maître incontesté du rôle de victime éternelle. Il n'arrive pas avec arrogance ni prétention. Il arrive avec une fragilité qui semble irrésistible pour ceux qui ont l'habitude de se soucier des autres. Son schéma est celui de l'injustice. Il a toujours été lésé par son patron, son ex-femme, sa famille et la vie elle-même. Il utilise la vulnérabilité comme un appât. Lorsqu'il vous parle de ses traumatismes, il ne cherche pas à guérir. Il installe un système de culpabilité en vous. Le scénario est simple. Le monde m'a brisé et maintenant c'est à vous de me reconstruire. Si vous êtes une personne empathique, vous tombez dans ce piège sans vous en rendre compte. Vous commencez à investir votre temps, votre argent et votre santé mentale pour lui prouver que vous êtes différent des autres, que vous êtes la personne qui le sauvera. Le problème, c'est que pour le narcissique pervers, être sauvé signifie perdre l'arme de la victimisation. Alors, il ne guérit jamais. Cela vous maintient dans un état d'effort constant, où vous vous croyez le héros de l'histoire, alors qu'en réalité vous n'êtes que l'hôte d'un parasite émotionnel qui se nourrit de votre pitié. Si vous cessez de le plaindre, son mécanisme s'enraye, et c'est alors que le masque tombe.
Le second modèle est celui du narcissique grandiose. Ce profil est le plus facile à identifier, mais le plus difficile à contrer si vous recherchez une validation extérieure. Leur discours est celui d'une supériorité absolue. Ils fonctionnent sur la fréquence du spectacle. Ils veulent être les meilleurs, les plus beaux, les plus brillants, ou du moins les plus intéressants. Le but de ce profil est de vous transformer en satellite. Vous n'êtes pas un partenaire, mais un accessoire de luxe qui conforte leur grandeur. Tant que vous contribuez à maintenir leur image de pouvoir, ils vous traiteront bien dans un processus qui ressemble à de l'amour, mais qui n'est en réalité qu'une gestion de leurs actifs. Dès que vous brillez plus qu'eux ou que vous mettez en évidence une faille dans leur armure, le train s'accélère vers vous. Pour le narcissique grandiose, votre existence n'a de sens que si elle reflète leur gloire. Ils attirent les personnes assoiffées de reconnaissance, leur faisant croire qu'à leur côté, elles appartiendront enfin à l'élite émotionnelle ou sociale mondiale. C'est une illusion d'optique où vous abandonnez votre propre identité pour devenir figurant dans leurs films. Le troisième profil est peut-être le plus dangereux car le plus insidieux, celui du narcissique communautaire. Ce type de prédateur se cache derrière un masque de bonté. Il est le pilier de la communauté, le bénévole de l'Église, le militant fervent ou l'ami que tout le monde admire car il est toujours prêt à rendre service. Son discours est celui de la supériorité morale. Il utilise la charité et l'altruisme comme un bouclier impénétrable. Si vous osez vous plaindre de ces abus à la maison, vous passez pour un fou aux yeux du monde. Après tout, comment critiquer quelqu'un qui fait tant pour les pauvres ou qui est si dévoué à la cause? C'est le faux prophète. Il vous attire par l'admiration qu'il inspire, mais utilise cette image publique pour vous réduire au silence en privé. Il exige une soumission totale car il est trop bon pour le monde. Son discours est celui de la sainteté, et toute tentative de votre part de fixer des limites est interprétée par lui comme une preuve de votre méchanceté ou de votre ingratitude. Il ne veut pas aider les gens, il veut les applaudissements que suscite cette aide, et il veut que vous soyez le fan numéro 1 qui ne remet jamais en question les méthodes de l'idole. Enfin, il y a le narcissique malin qui agit selon une logique de contrôle et de destruction sadique. C'est le profil le plus proche de la psychopathie. Il ne se contente pas de vos applaudissements ou de votre pitié, il veut vous voir sombrer, il se nourrit de votre douleur. Le narcissique malin utilise consciemment des tactiques de guerre psychologique. Il vous humiliera froidement, vous trahira ouvertement ou vous dévalorisera au moment où vous aurez le plus besoin de soutien, juste pour vous voir vous effondrer. Il attire les personnes qui n'ont pas de limites personnelles claires, celles qui pensent que l'amour exige d'endurer l'insupportable. Son scénario est celui de la domination totale. Il est totalement dépourvu d'empathie. Il considère les êtres humains comme des pions dans un jeu dont l'objectif est l'échec et mat. Si vous êtes sur cette voie, vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes dans un camp de concentration émotionnelle où les règles changent chaque jour pour vous empêcher de vous sentir en sécurité. Son plaisir réside dans le pouvoir de causer de l'angoisse, puis d'offrir un soulagement momentané pour vous maintenir accroché à ces montagnes russes émotionnelles. Ce que tous ces profils ont en commun, c'est qu'ils suivent un schéma de manipulation comportementale. Observés de loin, les narcissiques répètent les mêmes phrases, les mêmes tactiques et les mêmes cycles de rejet avec tous ceux qu'ils rencontrent. Ils sont prisonniers de leur propre schéma. Ils sont incapables de s'asseoir avec vous et de dire « Je comprends que mon comportement vous blesse, je vais changer ». Cela exigerait une prise de conscience que leur structure ne leur permet pas. Ils sont comme un programme informatique qui exécute un code pour se protéger de la honte. Si ce code leur dicte de vous attaquer pour éviter de se sentir inférieur, ils vous attaqueront. Ce n'est pas personnel, c'est mécanique. Lorsque vous commencez à percevoir ces quatre types non pas comme des personnes difficiles, mais comme des machines programmées, votre souffrance laisse place à une analyse froide. Vous réalisez
que vous essayez d'apprendre un nouveau code à un système verrouillé, incapable de se mettre à jour. Cette prise de conscience est libératrice, car elle vous enlève un poids énorme. Vous cessez de vous demander ce que vous avez fait de mal pour qu'il agisse ainsi. Vous comprenez que le train aurait écrasé n'importe qui sur ses rails. L'attirance s'est produite parce que vous déteniez la pièce manquante de son puzzle à ce moment précis. Soit vous étiez le sauveur des secrets, le miroir des mégalomanes, le public des collectifs, soit le cobaye du mal. Le narcissique scrute constamment ses failles dans l'armure des personnes qui l'entourent. C'est un ingénieur de la prédation. Il sait exactement quel bouton actionner pour provoquer la réaction dont il a besoin pour se sentir vivant. Il vous étudie, cartographie vos insécurités, puis utilise le scénario correspondant pour vous piéger. Mais une fois que vous connaissez les rouages, vous commencez à voir les manœuvres avant qu'elles ne se produisent. Vous réalisez que son amour n'était qu'une phase de test et que la crise n'était qu'un moyen de maintenir le contrôle. Comprendre ce mécanisme, c'est ce qui distingue la victime du survivant conscient. On cesse de s'intéresser à ses paroles et on se concentre sur ses actes replacés dans leur schéma habituel. Si l'on comprend que son comportement suit une ligne droite qui ne s'oriente ni vers le dialogue ni vers un véritable changement, on cesse de gaspiller son énergie à tenter de l'arrêter. Face à une machine lourde et lancée, la seule stratégie efficace est de s'écarter. Cependant, pour prendre cette décision finale d'abandonner la voie, il faut se rendre à l'évidence. Le niveau de contamination émotionnelle chez cette personne est tel que votre aide est non seulement inutile, mais elle fait partie intégrante du problème. Maintenant que vous avez découvert ces traces et compris qu'il fonctionne comme une machine programmée, il est temps de comprendre pourquoi vos efforts pour le sauver ont assuré sa destruction et comment son équation traumatique rend tout changement mathématiquement impossible. Si vous comprenez que vos efforts pour sauver le narcissique alimentent votre propre destruction, vous avez atteint le point de rupture. C'est là qu'il faut aborder la question du traumatisme et de l'impossibilité mathématique du changement. Nombreuses sont les personnes qui restent prisonnières de relations toxiques car elles croient au mythe de l'amour inconditionnel qui guérit tout. Elles pensent qu'à force de prodiguer de l'affection, de comprendre leur passé douloureux ou d'expliquer la même chose 1000 fois sous un angle différent, elles finiront par changer d'avis. Mais en psychologie, appliquée à la dure réalité, il existe ce qu'on appelle la structure de la personnalité, et celle du narcissique est comme une vis usée dans un mur de béton. Vous pouvez essayer de la dévisser autant que vous voulez. Il n'y a plus de filetage, plus aucune adhérence. Le métal est déjà usé. Vos efforts pour aider ne sont pas perçus par le narcissique comme une preuve d'amour, mais comme un signe de soumission. Selon lui, si vous acceptez ce manque de respect pour tenter de l'aider, vous ne faites que confirmer qu'il a le droit de mal vous traiter. La grande vérité que personne ne vous révèle, c'est qu'il existe une mesure des dommages psychologiques. Imaginez que chaque être humain soit infecté par des traumatismes et des failles de caractère. Nous avons tous des blessures, peut-être 5% ou 10%, qui nous poussent parfois à mal agir. Cependant, le narcissique, en particulier ceux dont nous avons parlé précédemment, a 70%, 80%, voire 90% de sa structure compromise. Lorsqu'une personne est infectée à ce niveau, son système de survie bloque tout accès à l'empathie ou à un véritable changement. Son cerveau est programmé uniquement pour l'autoprotection par le contrôle. Changer l'obligerait à admettre une profonde faille, et son ego a été construit précisément pour la dissimuler à tout prix. Par conséquent, lorsque vous essayez de la sauver, vous luttez contre une loi de la physique. C'est comme essayer de pousser un immeuble à main nue. L'immeuble ne bougera pas, mais vos os se briseront sous la pression. Souvent, vous vous surprenez à penser que vous ne pouvez pas partir, car, dans la prochaine relation, il aura peut-être changé, et vous aurez perdu tout votre investissement. C'est une erreur de jugement terrible. S'il n'a pas changé avec vous, qui avez tout donné, il ne changera pas avec la prochaine victime. Son schéma était toujours le même, vous vous souvenez? La prochaine personne ne sera qu'un nouvel hôte pour le même scénario.
Le narcissique ne s'améliore pas avec le temps, il devient seulement un prédateur plus efficace et plus amer. Votre rôle de sauveur est en réalité ce qui fait tourner la machine. Tant que vous êtes là à essayer de réparer ses erreurs, il n'a aucune raison de se remettre en question. Vous êtes le bouclier qui l'empêche de ressentir l'impact de ses propres choix. En essayant d'être la solution, vous contribuez à perpétuer le problème. Il est nécessaire d'accepter le concept d'indifférence tactique. Comprenez que la compréhension de son passé, la mère tyrannique, le père absent, l'enfance de privation, sert à comprendre le diagnostic et non à justifier les abus. Si un chien a la rage parce qu'il a été maltraité, vous pouvez avoir pitié de lui, mais vous ne mettez pas votre main dans sa gueule pour vous faire mordre. Le narcissique est porteur d'une pathologie de la personnalité qui est, dans une large mesure, incurable par autrui. Il ne changerait qu'après un processus de destruction totale de son ego et de reconstruction profonde, chose qu'il passera sa vie à éviter. Par conséquent, le temps que vous consacrez à analyser ces traumatismes est du temps que vous volez à votre propre reconstruction. Le calcul est impossible. Vous essayez de combler un vide avec votre propre vitalité, et les vides ne restent jamais remplis, ils engloutissent tout ce qui s'approche. La solution ultime pour échapper à cette attraction fatale est d'appliquer la règle de la date butoir. Cessez de réagir émotionnellement, arrêtez de vous battre, d'exiger, de pleurer et de réclamer du changement. Devenez une pierre grise, une personne fade, indifférente et sans profondeur. Si, pour une raison stratégique, vous décidez de rester quelque temps, observez la relation comme un scientifique observe une bactérie sur une lame de verre. Fixez-vous une date butoir, disons 3 mois, et ne lui dites rien. Observez simplement si son comportement évolue, même légèrement, vers le respect de soi, ou s'il persiste dans la même voie. Dans la grande majorité des cas, vous constaterez que le schéma se répète avec une précision effrayante. Au terme de cette période, vous aurez la preuve mathématique que vos efforts sont vains. C'est à ce moment que l'espoir s'éteint et c'est la mort de l'espoir qui vous libérera. L'espoir est la corde qui vous retient au Titanic. Lorsque vous la coupez, vous flottez enfin. Pour vous libérer de cette dynamique, il est essentiel de guérir votre propre besoin d'être indispensable. Le narcissique n'a de pouvoir que tant que vous croyez qu'il a besoin de vous ou que vous avez pour mission de lui révéler la vérité. Il ne veut pas la vérité, il veut le contrôle. Lorsque vous comprenez que cette équation est insoluble, cessez d'essayer de la résoudre. Fermez simplement votre carnet et quittez la pièce. Convaincre un narcissique qu'il est narcissique n'apporte aucune victoire. La seule véritable victoire réside dans votre absence totale, absence de réaction, absence de contact et absence d'importance à ses yeux. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie et cesser d'être celui qui tente de réparer les dégâts causés par l'autre. Acceptez la dure réalité. Il est irrémédiablement brisé. Son traumatisme dépasse ses capacités de guérison. Votre temps sur Terre est limité et chaque seconde passée à tenter de sauver quelqu'un qui se targue d'être brisé est une seconde perdue. La vie n'est pas un film hollywoodien où l'amour transforme le méchant en prince charmant. Dans la réalité, le méchant consume le héros jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide. Protégez ce qui vous reste. La résilience émotionnelle commence lorsque vous comprenez que la seule personne que vous pouvez et devez sauver, c'est vous-même. Le reste n'est que distraction et gâchis. Lorsque vous cessez d'alimenter le système, celui-ci s'effondre et vous pouvez enfin respirer à nouveau en dehors de cette zone grise. Si cette vidéo vous a apporté la lucidité nécessaire pour appréhender votre réalité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Narcisse 360. Commentez ci-dessous. Vous est-il déjà arrivé d'essayer de sauver quelqu'un et de réaliser que vous ne faisiez que vous détruire? Votre expérience pourrait être une révélation pour d'autres. Pour poursuivre votre travail de déconstruction mentale, regardez la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. La déconstruction continue.